Le Père Goriot, Honoré de Balzac, chapitre 1. Une pension bourgeoise. Madame Vauquier, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Saint-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la Maison Vauquier, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi, depuis 30 ans, ne s'y était-il jamais vu de jeune personne qui, pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire un bien maigre pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'est trouvé une pauvre jeune fille, en quelque sorte discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et tortionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes, intramuros et extra. Sera-t-elle comprise au-delà de Paris? Le doute est permis. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge. Dans cette illustre vallée, de plâtras incessamment près de tomber et des ruisseaux noirs debout. Vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses, et si terriblement agitée qu'il faut que je ne sais quoi d'exorbitant pourrait produire une sensation de quelque durée. Cependant, il s'y rencontre çà et là des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles à leur aspect, les égoïsmes, les intérêts s'arrêtent et s'apitoient, mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux, promptement dévoré. Le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de la Jagrona, à peine retardé par un cœur moins facile à broyer que les autres, et qui enraie sa roue, l'a brisé bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi fermerez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil, en vous disant « peut-être ceci va-t-il m'amuser ». Après avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah, sachez-le, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquier. Elle est située dans le bas de la rue Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète, par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées, entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon. Ces monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères que projettent leurs coupoles. Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni bout ni eau. L'herbe croît le long des murs, l'homme le plus insouciant s'y attriste comme tous les passants. Le bruit d'une voiture y devient un événement, les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que les pensions bourgeoises des institutions, de la misère ou de l'ennui, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Nul quartier de Paris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Saint-Geneviève, surtout, est comme un cadre de bronze, le seul qui convienne à ce récit, auquel on ne saurait trop préparer l'intelligence par des couleurs brunes, par des idées graves, ainsi que de marche en marche, le jour diminue et le chant du conducteur se creuse, alors que le voyageur descend aux catacombes. Comparaison vraie, qui décidera de ce qui est plus horrible à voir, ou des cœurs desséchés, ou des crânes vides? La façade de la maison donne sur un jardinet,
en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un cailloutis en cuvette, large d'une toise, devant lequel est une allée sablée, bordée de géraniums, de lauriers roses et de grenadiers, plantés dans de grandes vases en faïence bleue et blanche. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surnommée d'un écriteau, sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Pendant le jour, une porte à claire-voie, armée d'une sonnette criarde, laisse apercevoir au bout du petit pavé, sur le mur opposé à la rue, une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier. Sous le renfoncement que simule cette peinture, s'élève une statue représentant l'amour. À voir le vernis écaillé qui la couvre, les amateurs de symboles y découvriraient peut-être un mythe de l'amour parisien qu'on guérit à quelques pas de là. Sous le socle de cette inscription, à demi effacée, rappelle le temps auquel remonte cet ornement par l'enthousiasme dont il témoigne pour Voltaire, rentré dans Paris en 1777. Qui que ce soit, voici ton maître. Il l'est, il fut, ou le doit être. À la nuit tombante, la porte à claire-voie est remplacée par une porte pleine. Le jardinet, aussi large que la façade et longue, se trouve encaissé par le mur de la rue et par le mur mitoyen de la maison voisine, le long de laquelle prend un manteau de lierre qui la cache entièrement et attire les yeux des passants par un effet pittoresque dans Paris. Chacun de ces murs est tapissé d'espaliers de vignes dont les fructifications grêles et poudreuses sont l'objet des craintes annuelles de Madame Vauquer et de ses conversations avec les pensionnaires. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls, mot que Madame Vauquer, quoique née de Conflans, on prononce obstinément tilleul, malgré les observations grammaticales de ses hôtes. Entre les deux allées latérales et un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenouilles et bordé d'oseilles, de laitue ou de persil. Sous le couvert de tilleul est plantée une table ronde peinte en vert et entourée de sièges. Là, durant les jours de caniculaire, les convives assez riches pour se permettre de prendre du café viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore les œufs. La façade, élevée de 3 étages, est surmontée de mansardes et bâtie en moellon et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Les 5 croisées percées à chaque étage ont des petits carreaux et sont garnis de jalousies dont aucune n'est relevée de la même manière, en sorte que toute autre ligne jure entre elles. La profondeur de cette maison comporte 2 croisées qui, au rez-de-chaussée, ont pour ornement des barreaux en fer, criage. Derrière le bâtiment est une cour large d'environ 20 pieds, où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins, et au fond de laquelle s'élève un hangar à serrer le bois. Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger, au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette cantine à grand renfort d'eau sous peine de pestilence. Naturellement destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les 2 croisées de la rue et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en carreaux, mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises
en étoffe de crin à raies alternativement mate et luisante. Au milieu se trouve une table ronde, à dessus de marbre Sainte-Anne, décorée de ce cabaret en porcelaine blanche, orné de filets d'or, effacés à demi, que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce, assez mal planchéiée, est lambrisée à hauteur d'appui. Le surplus des parois est tendu d'un papier verni, représentant les principales scènes du Télémaque et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre les croisées grillagées offre aux pensionnaires le tableau du festin donné au fils d'Ulysse par Calypso. Depuis 40 ans, cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires qui se croient supérieurs à leur position en se moquant du dîner auquel la misère les condamne. La cheminée en pierre, dont le foyer, toujours propre, atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occasions, est ornée de vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de la pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance, elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a les goûts d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catharales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé, comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, éternies, des ronds de moirés métalliques, des petites glaciers, des porcelaines épaisses, abordées, fabriquées en Canada. Dans un angle passé, une boîte de gaz numérotée qui sert à garder les serviettes ou tachées ou vineuses de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, tout encadré en bois verni à filets dorés. Un cartel en écaille incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquennets d'argan où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée, assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estropiées, des petits paillassons piteux en spraterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais. Puis, des chaufferettes misérables, à trous cassés, à charnières défaites, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, là règne la misère sans poésie, une misère économe, concentrée, râpée. Si elle n'a pas de fange encore, elle a des taches, et si elle n'a ni trou ni haillons, elle va tomber en pourriture. Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers 7 heures du matin, le chat de Madame Vauquier précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait qui contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes et fait entendre son rourou matinal. Bientôt la veuve se montre.
attifée de son bonnet de tulle, sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont Madame Bocquet respire l'air, chaudement fétide, sans être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer renfrognement de l'escompteur, enfin toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. La bague ne va pas sans l'argoussin. Vous n'imaginez pas l'un sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. Son jupon de laine tricotée, qui dépasse sa première jupe, faite avec une vieille robe, et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ 50 ans, Madame Vauquer ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent, une entrepreneuse qui y va se gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges au Pichegru, si Georges au Pichegru était encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme au fond, disent les pensionnaires, qui la croient sans fortune, en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qui avait été monsieur Vauquer? Elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune? Dans les malheurs, répondit-elle. Il s'était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer, cette maison pour vivre, et le droit de ne compatir à aucune infortune, parce que, disait-elle, elle avait souffert tout ce qui est possible de souffrir. En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, s'empressait de servir le déjeuner des pensionnaires